Le dialogue entre le FPI et le pouvoir a repris les sujets de discussion portés sur la situation administrative des cadres du FPI, les comptes bancaires gelés, les maisons occupées illégalement, la situation des exilés et celle des détenus. Le projet d'appui au secteur agricole pour la filière palmier à huile et EVA a été lancé à Boisseau par le ministre de l'Agriculture. Ce projet vise à améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés. Les soldats maliens ont été déroutés à Kidal dans le nord du Mali. Les affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés ont fait plusieurs morts. Un deuil national a été décrété à Bamako. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 pour la page des sports de cette édition. Nous serons dans quelques instants avec Anne-Marie Nguessan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se jeune depuis hier jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail consacrée au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a présidé avec son homologue burkinabé, Luc Adolphe Tiao, la cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire de ce sommet, le 4e du genre. Léon Brou. À 2 mois du 4e sommet à Ouagadougou en juillet prochain sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les experts ivoiriens et burkinabés ensemble pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de ce Conseil des ministres conjoints. Également au programme de la présente rencontre, l'établissement des projets d'accord et l'évaluation des décisions du 3e sommet tenu en juillet dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. À la tête des 2 délégations pour procéder à l'ouverture des travaux, les premiers ministres ivoiriens et burkinabés. Daniel Kablan-Duncan et Adolphe Tiao réaffirment l'engagement de leurs 2 pays à poursuivre leur coopération, encouragée par les acquis du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Augmentation du volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croissance économique et grands travaux pour le bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés par exemple. Vous avez décidé de porter votre aide énergétique qui passera de 70 MW à 80 MW pour le Burkina Faso. Nous avons beaucoup souffert, Excellence, ces dernières semaines avec des délestages dus effectivement à une pointe très élevée de la consommation énergétique. Et ce que vous venez d'annoncer montre à quel point vous êtes solidaires du Burkina Faso. Soyez-en remerciés. Pour la coopération en matière d'énergie électrique, nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent. C'est une première annonce qui a été faite. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter et puis, si c'est nécessaire, monter davantage. C'est aux environs de 8 heures ce jeudi que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est arrivé à Ouagadougou. Accompagné de 6 membres de son gouvernement, il va, en marge de cette réunion préparatoire, échanger avec les autorités burkinabées au plus haut sommet. Aussi prévu à son agenda des visites et inaugurations d'infrastructures. Nous vous le disions dans nos titres, le dialogue qui avait été suspendu le 29 mars dernier entre le Front populaire ivoirien et le pouvoir a repris. Une reprise de discussion facilitée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Meïdadou. Les sujets de discussion ont porté sur la situation administrative des cadres du FPI, les comptes bancaires gelés, les maisons occupées illégalement, la situation des exilés et celle des détenus, dont 150 vont être libérés. Le gouvernement marque ainsi sa volonté de travailler avec le FPI et avec l'ensemble de l'opposition. Alexis Ouedraogo. Une reprise du dialogue politique FPI-gouvernement dans une ambiance bon enfant ce jeudi. 3 heures d'échange pour aplanir les différends et décrisper le climat politique. Kwadio Janoaoussou, pilote de cette rencontre, a exhorté à briser les murs de méfiance pour aller à l'essentiel. Plusieurs questions ont été présentées portant sur la situation administrative des cadres du FPI, le dégel de leurs comptes bancaires et la situation de leurs maisons, disent-ils, occupées. Le gouvernement nous a apporté des informations, des précisions sur l'état d'avancement de ces différents dossiers. Pascal Afine-Guessan a indiqué que le gouvernement Alassane Ouattara a clairement marqué sa volonté à aller de l'avant en travaillant avec le FPI et l'ensemble de l'opposition. Le gouvernement a marqué sa volonté d'aller de l'avant
de travailler ensemble avec le Front populaire ivoirien et l'ensemble de l'opposition pour que toutes ces questions trouvent des solutions définitives. Toutes les autres questions sont en traitement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Sur le point toutefois de la levée du mot d'ordre de boycott du recensement général des populations, le FPI a indiqué vouloir s'en référer au comité central du parti qui décidera. Rappelons que le FPI s'était retiré de la table des négociations après le lancement de l'opération de recensement général le 17 mars dernier et la remise de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Le parti avait dénoncé une rupture unilatérale du dialogue à travers ses décisions du gouvernement ivoirien. Au thème de la rencontre d'hier jeudi entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement, un communiqué final a sanctionné les travaux. Il y a des avancées importantes, nous dit Alexis Ouedraogo. Des actes concrets pour encourager l'apaisement du climat politique ivoirien, une exigence du Front populaire. À la pratique, sur la table des négociations, un point, celui de la réintégration de 58 cadres de l'opposition. Sur la question des avancées notables, le gouvernement a autorisé la réintégration de 42 d'entre eux. À ce jour, il n'en reste que 16 dont les dossiers sont en cours de traitement. Le FPI a toutefois fait remarquer que cette liste n'était pas exhaustive et demandé au gouvernement de réserver une suite favorable aux autres requêtes. S'agissant des rentes viagères, le gouvernement a annoncé sa ferme volonté à appliquer la loi accordant la rente aux anciens membres du gouvernement, d'institutions, de parlements ayant atteint 55 ans. Une seule condition, suivre les démarches administratives nécessaires à l'entrée en jouissance de leurs droits. Sur le point de la question des détenus, sur les 719 personnes présentées par le FPI, 228 dont 90 militaires ne sont pas connus du fichier spécial d'enquête et d'investigation. Les 491 personnes restantes, dont 150 ont vu leur dossier déjà traité, sont en cours d'être mis en liberté provisoire. Le gouvernement a toutefois tenu à faire une claire distinction entre les personnes inculpées relativement à la période dite crise post-électorale et celles interpellées dans le cadre d'enquêtes relatives aux attaques et autres actions de déstabilisation du pouvoir. S'agissant des exilés, le gouvernement a assuré qu'aucune arrestation ne sera faite contre eux à leur retour. Le FPI, qui a salué les avancées notables observées dans le traitement des différents dossiers par eux soumis au gouvernement, a promis consulter les instances du parti et examiner la demande en vue de la levée du mot d'ordre de boycott des opérations de recensement général. Il a réaffirmé sa disponibilité pour le dialogue et la négociation avec le gouvernement en vue que des solutions complètes soient trouvées aux problèmes du parti. Tout à fait autre chose, les 49e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se tiennent depuis lundi à Kigali, au Rwanda, autour du thème « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Lors de ces assemblées générales annuelles, le président de la BAD, Donald Kaberuka, président de cette institution financière, a annoncé son retour en juillet prochain ici à Abidjan, au siège de la BAD. Serge Collier, envoyé spécial de RTI 1 à Kigali. Après 3 jours d'échanges, de conférences et de rencontres de haut niveau, les quelques 3500 participants aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, à Kigali au Rwanda, se sont retrouvés pour la séance d'ouverture officielle. Ont pris part à cette cérémonie solennelle les présidents Ali Bongo du Gabon, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, ainsi que Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, note la solidité et l'importance de la BAD. Elle reste aujourd'hui cet instrument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pour les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, a-t-il dit, est celle du pouvoir économique et de la croissance. Pour relever le défi des infrastructures, la BAD a mis en place le Fonds Afrique 50, désormais opérationnel. Avec un capital initial de 3 milliards de dollars, ce fonds, pour les 10 années à venir, doit pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars de l'épargne africaine pour financer les méga-projets d'infrastructures, notamment les routes, l'énergie
et la connectivité. Donald Kaberuka a annoncé sa prise de fonction effective à Abidjan, le siège de la BAD, pour début juillet 2014. Ce retour de la BAD à la maison marque le cinquantenaire de l'institution financière. En 50 ans d'existence, la BAD, la Banque africaine de développement, a approuvé au titre des prêts et dons aux pays africains un montant global d'environ 104 milliards de dollars. Deuxième grand titre de cette édition, le projet d'appui au secteur agricole pour la filière palmier à huile et EVA a été lancé à Boisseau par le ministre de l'Agriculture. Ce projet vise à améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés, à renforcer la gouvernance dans la gestion des filières retenues. Ces filières sont le palmier à huile, l'EVA, le cacao, le coton et l'anacarde. Noël Nyangyo. À Boisseau, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 100 km d'Abidjan. La ville a pris les couleurs de l'événement du jour, le lancement du projet d'appui au secteur agricole, PESAC. Le ministre de l'Agriculture a fait le déplacement. Avec lui, le directeur de l'AFD, Agence française de développement, Bruno Leclerc, et Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale. 2 bailleurs de fonds de poids pour un projet de poids. Pour l'agriculture ivoirienne, améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés et renforcer la gouvernance des filières retenues. Dans le cas du lancement régional de la Boisseau, il s'agit des filières du palmier à huile et de l'EVA. 2 temps forts ont rythmé ce lancement. D'abord, les échanges entre partenaires au développement, le ministre et les organisations professionnelles des filières concernées, l'association des planteurs de palmier à huile et la PROMAC pour l'EVA. Chacun a affiché ses objectifs, fait ses observations pour une meilleure exécution du projet avec, au bout du compte, la renaissance de l'agriculture ivoirienne. Le maître mot de cette renaissance, la responsabilisation des structures privées crédibles. Il s'agit pour le gouvernement de responsabiliser les filières. Et les filières retenues n'ont pas été retenues au hasard. Cela a été dit, ce sont les filières les plus organisées et les plus structurées. Deuxième temps fort, la visite sur le terrain pour montrer les actions à entreprendre dans le cadre de l'exécution du projet. La libation pour appeler l'attention des ancêtres sur la nouvelle volonté et leur caution, puis place aux conducteurs du tracteur d'un moment. Plus de 5000 km de pistes rurales seront réhabilitées. L'autre composante, l'accès aux variétés améliorées. Une plantation créée avec des plants greffés à partir de clones améliorés permet d'avoir plus à l'hectare, d'augmenter la production qu'un planteur peut avoir sur 1 hectare d'EVA. Entre le seedling et le clone greffé, on peut multiplier la production par 5. Devant cet ensemble de bonnes dispositions, les partenaires financiers ont affiché leur bonne volonté à tout faciliter. Le plan d'action annuel qui a déjà été préparé est en exécution. Et pour le PESAC, c'est les derniers ajustements qui sont en train d'être finalisés et les décaissements aussi vont démarrer extrêmement rapidement. Les 26 et 27 mai, ce sera au tour de Soubré. Les 4 et 6 juin, Korogo. Pour les autres filières retenues dans le cadre du projet, il s'agit du cacao à Soubré, coton et anacarde pour Korogo. Coût total, plus de 75 milliards de francs CFA. Ouvert le 19 mai dernier, le 29e colloque international du Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales sur l'audit et le contrôle interne des administrations fiscales a pris fin. La rencontre a réuni des experts venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Francis Boifo a suivi ce colloque pour RTI. Voici son reportage. Les participants au 29e colloque international de l'Association des dirigeants des administrations fiscales sur l'audit se disent satisfaits de la qualité des échanges. L'échange va nous permettre de mettre en œuvre des techniques nouvelles qu'on a apprises. Concrètement, pour nous au Maroc, il s'agit de mettre en place des applications informatiques concernant l'audit interne, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Les administrations fiscales africaines ont fait un très gros effort ces dernières années pour récolter de l'impôt. On nous a présenté d'ailleurs le système ivoirien où l'on a pu constater entre 2010 et 2013 une augmentation de 42% des rentrées fiscales grâce à la mise en place d'une administration de plus en plus efficace. Entre autres sujets abordés, le contrôle interne, outils de maîtrise des risques, l'importance de l'audit pour les administrations fiscales. L'audit a pour but de s'assurer que les objectifs fixés sont en adéquation avec les normes établies. L'audit débouche enfin sur des recommandations
des conseils, alors que le contrôle, c'est autre chose. Le 29e colloque du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales, CEDRAF, a été sanctionné par l'élection de Pascal Kwaku Abina, directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, en qualité de nouveau président du CEDRAF pour un mandat d'1 an. Autre information, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a présidé hier jeudi l'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheur de Côte d'Ivoire. Le thème de ces journées, recherche, développement et paix, quelle implication de la femme chercheur. La cérémonie s'est déroulée à l'amphithéâtre A à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Jérôme Kofi à Boller. La première dame de Côte d'Ivoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en fin de matinée ce jeudi 22 mai 2014. Dominique Ouattara, accueillie par des acclamations des étudiants ainsi que leurs maîtres réunis à l'amphithéâtre A dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheur de Côte d'Ivoire. L'implication de la femme chercheur dans la recherche, le développement et la paix, c'est le thème choisi pour ces journées. Il s'agit en fait pour les femmes chercheurs de Côte d'Ivoire de faire pendant ces 3 jours de travaux le bilan de leurs activités. La présence de la première dame étant un soutien sans faille à leur cause, ces femmes chercheurs, à travers leurs représentantes, soutenues pour la circonstance par des membres du gouvernement, n'ont pas manqué de saluer cette présence de Dominique Ouattara, dont la sollicitude, selon leurs propos, n'a jamais fait défaut. En sa qualité de marraine de ces deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheur de Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a défini la recherche en invitant les femmes chercheurs à jouer pleinement leur partition. Faire de la recherche, c'est se mettre au service de la communauté en repoussant les frontières de l'ignorance. Pour notre pays, qui aspire au développement, la recherche et la technologie doivent être conçues davantage comme des éléments stratégiques de la compétition économique nationale et internationale. Celle-ci va mobiliser non seulement l'effort d'innovation des entreprises, mais aussi les politiques publiques de soutien à la recherche. Femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, vous avez votre partition à jouer. Partout, dans nos sociétés, les femmes jouent un rôle communautaire indéniable. De ce fait, elles sont à même de mieux appréhender les difficultés de nos populations. Faire la promotion de la femme chercheur, c'est conduire la recherche scientifique au port de nos sociétés et donc rendre la science accessible à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en se félicitant de la tenue de ces journées, a encouragé les femmes à conduire les travaux dans une approche du genre et dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Avant de prendre congé, Dominique Ouattara a visité les stands exposant les inventions des femmes chercheurs. Parlons maintenant de la clôture de la revue conjointe du secteur formation-éducation. Les partenaires du système éducatif ivoirien étaient à Yamoussoukro. Dans ce cadre, ils ont réfléchi sur la question et la rencontre a été sanctionnée par d'importantes décisions. Kader Sogodogo, RT Boaké. Le plan d'action à moyen terme du secteur éducation-formation a fait l'objet d'une revue à Yamoussoukro. Pour ce faire, 5 ateliers ont été mis en place. Tout est passé au peigne fin, l'équité ou l'école pour tous, la qualité et l'efficacité, la gouvernance et l'organisation du suivi sectoriel. Au sortir des travaux en atelier, des recommandations ont été faites pour redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse, l'éducation, la formation et l'employabilité. Toutes choses qui seront possibles que si l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires poursuivent leurs efforts à plusieurs niveaux, entre autres la construction et l'équipement d'infrastructures, la naissance d'un partenariat secteur public-privé, le recrutement et la formation d'enseignants, le respect de la capacité d'accueil des établissements, la poursuite de la politique de scolarisation de la jeune fille et des enfants vulnérables, l'amélioration de la recherche, etc. Présent à la cérémonie de clôture, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a annoncé l'engagement du gouvernement de respecter les résolutions de Yamoussoukro. Le gouvernement va s'atteler à la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de cette revue conjointe. Un séminaire gouvernemental s'étendra dans les jours à venir
Ce séminaire s'enrichira donc des principales recommandations de cette revue. Le ministre d'État Moussa Dosso a terminé en félicitant la Task Force pour la coordination parfaite de la revue conjointe du secteur éducation-formation. Avec tous ces efforts, on peut le dire, la flamme du renouveau de l'école ivoirienne est allumée. Les soldats maliens ont été déroutés à Kidal dans le nord du Mali. Les affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés ont fait plusieurs morts. Un deuil national a été décrété à Bamako. Toujours au Mali, il y a eu des manifestations à Bamako, à Gao et à Tombouctou. Les populations accusent les militaires français et ceux de la MINUSMA de n'avoir pas soutenu les soldats maliens dans les affrontements contre les groupes armés. Pour ces populations, ils ont failli à leur mission à Kidal. L'ONU et la France demandent toute faillite. Pour elles, les soldats français et ceux de la MINUSMA ont une mission de protection des civils et de favoriser le dialogue et non de faire la guerre à la place des soldats maliens. À présent, la page des sports de cette édition, et c'est avec Anne-Marie Nguessan. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. La sélection nationale féminine de Côte d'Ivoire reçoit son homologue de la Guinée équatoriale. C'est ce vendredi après-midi, et cela dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Et à cet effet d'ailleurs, les Ivoiriennes ont tenu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Touré et Clémentine, qui étaient entourées de quelques joueuses, ont donné un aperçu de leur état d'esprit avant, bien sûr, cette rencontre qui les oppose à la Guinée équatoriale. Cette conférence de presse a été suivie d'une séance d'entraînement des éléphants dames. Aude Allégué. Face à la Guinée équatoriale, Touré Clémentine et ses filles veulent se donner toutes les chances de remporter ce match. Elle a donc fait appel à 4 professionnels. Déborah Nobou, arrivée de France, Naï Estelle qui évolue en Russie, Tia Inès venue de la Serbie et Cécile Amani du Maroc. Une équipe nationale, c'est les plus en forme du moment. Donc on ne constitue pas une équipe nationale avec les noms, mais les personnes valables. Et vous allez constater le groupe que nous avions. Il y a certaines qui ont joué le match face au Mali, qui ne seront pas du match face à la Guinée équatoriale. Et donc pour dire c'est le plus en forme du moment que nous convoquons. Kouton Stani, qui fait office de capitaine en lieu et place de Jeanne Yago blessé, compte sur la détermination et la rage de vaincre de ses coéquipières ce vendredi. Nous avons face à nous une équipe très expérimentée et que c'est pour nous un match très capital. Donc nous devons suivre les consignes du coach et nous donner à fond. Mouiller le maillot au maximum et donner le meilleur de nous-mêmes. Touré Clémentine, ses filles et son staff technique se sont donné rendez-vous après la conférence de presse au stade Robert Champoux de Makori pour la préparation physique. Jeu avec le ballon, prise de balle suivie de passes sont entre autres les techniques de progression et de récupération exécutées par les joueuses et les gardiennes pour ce choc entre équato-guinéennes et ivoiriennes. Éliminatoire à CAN féminine Namibie 2014, deuxième et dernier tour aller. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale cet après-midi même à partir de 16h au stade Robert Champoux de Makori. 14 pays sont encore en lice pour disputer les 7 tickets qui donnent accès à la phase finale de cette CAN du 11 au 15 avril 2014 en Namibie. Anne-Marie Nguessan, il y a également la deuxième journée de la Coupe de la Confédération qui se dispute ce week-end. Après le nul respectif lors de la première journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération, nos deux représentants, le CIO-Sport de San Pedro et la SEC Mimosa, jouent gros ce week-end. La SEC reçoit l'AC Léopard de Dolisie et le CIO-Sport de San Pedro est en Zambie pour croiser le fer avec Nkana FC. Ces deux rencontres se jouent demain samedi. Patrice Yao, Sébastien Ogna. En concédant le nul à domicile face à la formation tunisienne de l'Étoile sportive du Sahel, les protégés d'Eugène Marie Diomandé sont contraints d'aller réaliser un coup de tonnerre en terre étrangère pour rattraper les 2 points perdus à Abidjan. Pour le faire, le représentant ivoirien devra compter sur un commando de 16 joueurs. Mais le COE est privé de son gardien titulaire, Bobo Sylvain, qui a rejoint la sélection nationale
dans le cadre de la préparation du Mondial 2014. En revanche, Rigo Gervais se réjouit des retours de suspension et de blessures de Kameni Kajo et Kwawo Herman. Conscient de l'enjeu, c'est donc un groupe de commandos déterminé à batailler fort pour ramener les 3 points de la victoire. Cependant, attention à la formation zambienne de Nkanaret Davis. En effet, battu 2-0 face à Al-Ali, le club zambien ne sera pas facile à manœuvrer devant son public. Le deuxième représentant, la SEC Mimosa, après son match nul à l'extérieur face à l'AS Real de Bamako, reçoit l'AS Léopard de Dolezi. Un match que la SEC devra négocier avec plus de sérieux quand on sait que l'adversaire domine actuellement le championnat congolais. Les protégés du colonel Remi Ayayos Nkunga ne seront pas en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme. Les actionnaires sont avertis. Voilà, nous insistons pour dire que le match Nkana FC Sewesport 2 et San Pedro se joue effectivement demain et samedi 24 mai à partir de 13h GMT au stade Kitwe en Zambie. Anne-Marie Nguesson, la finale de la Ligue des Champions, c'est également demain samedi entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, une finale espagnole. C'est le match que tout Madrid attend avec impatience car c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions que 2 clubs d'une même ville s'affrontent en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Real Madrid, Atlético Madrid, c'est donc demain samedi à partir de 18h45 GMT. En attendant, bien sûr, le suspense reste entier. Le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, un derby qui confronte 2 mondes, 2 philosophies et 2 destins. C'est pour la première fois dans l'histoire du football que ces équipes rivales se croisent en finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale, puis les Blues de José Mourinho 3-1 le 30 avril 2014 en demi-finale, l'Atlético a encore surpris de nombreux observateurs en remportant 10 fois le championnat d'Espagne. Le Real de Madrid, il faut le dire, détient 9 coupes d'Europe pour les avoir remportées 5 fois de suite et 3 coupes intercontinentales. Avec un total de 49 réalisations, toutes compétitions confondues, devant Zlatan Ibrahimovic et Lionel Messi, qui ont inscrit 40 buts, le ballon d'or Cristiano Ronaldo demeure intouchable à sa place de meilleur buteur européen. Il est également un véritable danger pour les Colchoneros avec l'absence de Diego Costa blessé. Real de Madrid, Atlético de Madrid, un match historique qui livrera ses secrets ce samedi 24 mai 2014 à l'Estadita Luz. Et la finale de cette Ligue des Champions sera en direct sur RTI1 Anne-Marie à 18h45, vous confirmez? Oui, 18h45. Oui. Voilà. Il y a également eu la nuit du football africain qui a réuni ici à Abidjan plusieurs personnalités du football. Vous y étiez, Anne-Marie Nguesson. Oui, et c'est Yaya Touré, international ivoirien à Man City, qui a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2014 lors de la 2e édition de cette nuit du football africain. Au cours de cette soirée de distinction, des personnalités du football africain ont été aussi honorées, notamment Georges Weah, Rabat Majer, Antoine Bell et Anthony Bafoué. Les ministres des Sports ivoiriens et guinéens, équatoriens ont également participé à cette soirée de distinction du football africain. Anne-Marie Nguesson, nous avons terminé avec la Fédération ivoirienne de jeux de dames qui a formé les journalistes. L'objectif de la Fédération ivoirienne de jeux de dames est de donner les rudiments de base et thèmes techniques de sa discipline aux journalistes, bien sûr, pour une meilleure couverture de ces activités. Salif Ouattara pour les détails de cette formation. Une presse nationale qui maîtrise les termes techniques et styles de jeu, c'est le souci de la Fédération ivoirienne de jeux de dames. C'est à cet effet que les responsables de la maison de jeux de dames de Yopougon ont organisé un séminaire à l'endroit de la presse imprimante et audiovisuelle. 2 experts au centre de cette formation, Begré Edmond Antoine, directeur technique national, et Aimé Bigouri, entraîneur de l'équipe nationale senior homme de dames. On leur a appris les notions du jeu de dames, notamment les thèmes du jeu de dames. C'est le module que j'exposais. Et puis le DTN s'est chargé de faire l'historique
de présenter le jeu de dames. La formation qui initie au jeu de dames est axée sur 3 priorités. Technique de jeu, style de défense et technique de décompte de jeu. Une présentation approfondie du damier dont les journalistes pourront se servir. J'ai pratiqué ce jeu à une certaine époque de mon enfance. J'ai appris les temps, comment calculer les temps. C'est des choses que je n'avais pas comme notion. Parce que pour être bon joueur, il faut avoir toutes ces notions-là pour pouvoir appréhender le danger. Après de nombreuses campagnes internationales, les damistes ont une priorité cette saison, vulgariser le jeu de dames en Côte d'Ivoire et détecter de nouveaux talents. Merci Anne-Marie Nguessan pour toutes ces informations sportives. Bon week-end à vendredi prochain. Merci. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve demain à 10h et à 13h.